Nous retrouvons nos invités pour la suite. On parlait du pays des hommes intègres et cette cellule de réflexion pour plancher sur la charte de la transition. Ben, le pasteur parlait tout à l'heure des sanctions, mais ce n'est pas ça le débat. On va aller plus en profondeur avec vous, Adam Adjoronou. Cette cellule a pour quel rôle précisément? On l'a dit pour plancher sur la charte de la transition. Elle va faire quoi précisément? Il faut que nos chers amis câblés soient éclairés. Oui, d'abord, permettez avant même de répondre à la question, puisque la question de sanctions, on ne peut pas quand même Ouais. occulter cette portion de la question. De toutes les façons, ce que la CEDEAO a dit, la CEDEAO est toujours dans sa logique. Et il a dit, tout comme le Mali, le Mali avait été sanctionné progressivement. Et il a dit au niveau de l'agenda, proposez-nous vite l'agenda d'un retour rapide donc, à la normalité, etc. Je pense que c'est sur cet aspect-là, si cette junte-là ne le faisait pas, de toutes les façons, les sanctions vont revenir. L'unique sanction aujourd'hui, c'est qu'il est retiré des instances de la Au, CEDEAO. au même moment, le Mali a toujours prouvé à Damadjonou qu'il avait des problèmes sécuritaires. Est-ce que la CEDEAO a cherché à mieux comprendre avant de sanctionner? C'était la solution à apporter. Non, renforcer sa présence militaire. Pour le sanction au niveau du Mali, je vais dire. Du Mali. Oui. Non, le Mali, la question malienne aujourd'hui, je pense que lorsque vous la prenez, c'est un peu différent de la question au du niveau Burkina, vous voulez dire? Le coup d'État du Mali, on ne l'a pas vu venir. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements qui s'exprimaient, mais on l'a mis sous le coupole de la politique, puisque la politique aussi s'en est emmêlée. Et nous avions vu également les confessionnels également qui sont mêlés, etc. Donc on ne l'a pas vu venir, mais bien avant ça, la CEDEAO avait envoyé des émissaires pour s'enquérir de la situation, sauf qu'on ne savait pas que c'était une situation qui allait in crescendo et allait causer dans ce tort-là. Mais au même moment, lorsque nous prenons, par exemple, au niveau du Burkina Faso, le coup d'État du Burkina Faso était trop prévisible. Et je pense que le président Roch Marc Christian Kaboré, lui également, savait très pertinemment, puisqu'il y avait déjà des alertes qui étaient là permanemment sur le fait que son pouvoir était inquiété, compte tenu du fait qu'il y avait des remontées chaque fois au niveau des militaires qui étaient dans des difficultés énormes. Et ces difficultés-là ont fait coûter d'énormes vies donc à ces soldats-là. Donc le coup d'État au niveau du Burkina était prévisible. Et je pense que d'avoir dit aujourd'hui, normalement, pour éviter, et la CEDEAO pouvait faire quelque chose pour éviter le coup d'État au niveau du Burkina Faso, en faisant en sorte que, en mettant en érection son mécanisme d'alerte précoce et en envoyant d'abord les émissaires s'enquérir de la situation pour véritablement rapprocher les positions militaires avec leur chef d'État, ce qui n'avait pas été fait. Puisque moi, je l'ai dit clairement avant même le coup d'État, ici sur votre plateau, ce qui n'avait pas été fait. Et je pense que beaucoup d'analystes aussi l'ont dit. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi moi, je dis aujourd'hui, ces militaires-là ont pris soin de pouvoir rappeler plusieurs fois le président de la République sur le fait que voilà, vous avez multiplié le budget par 3 et 4, mais au même moment, l'argent n'y va pas là où il devait aller. Voilà. Prenez des dispositions pour que nous ayons les outils, les réseaux sociaux. Plusieurs militaires, même moi, j'ai eu à écouter, disons, c'est un débat sur les réseaux sociaux où les militaires sur le terrain intervenaient directement, interpellaient les autorités sur le fait qu'ils étaient donc en difficulté. Donc, pour revenir et sur la consultation des forces vives. Oui, pour revenir donc sur cette question-là, je pense que la jeune n'a pas eu de difficultés à pouvoir d'abord rassembler ces 15 personnalités-là qui ont été choisies. Ce sont des personnalités connues, à part les militaires qui ont été choisis, parce que les militaires doivent avoir leur regard sur ce qui doit être fait. Et les gens aussi n'ont pas été triés sur le volet, ce sont des gens aussi aguerris dans ce genre de rédaction. Voilà pourquoi on les a pris. Donc, ce sont des gens qui sont connus, parce que lorsque vous prenez ces profils-là, ce sont des profils connus. Et ces profils-là peuvent répondre véritablement, puisqu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir mettre en adéquation le fait que la Constitution avait été suspendue, mais est rétablie, mais la jeune veut avoir véritablement un certain nombre de passerelles lui permettant véritablement donc de pouvoir dérouler cet agenda-là et en lui en confiant donc des prérogatives liées donc à la question sécuritaire. Donc ce comité-là va d'abord mettre en adéquation ces deux institutions liées à ce passerelle-là que cherche donc la jeune, voir dans quelle mesure on peut donc l'insérer dans la nouvelle constitution qui a été pratiquement rétablie et revoir l'agenda de cette junte-là et revoir pendant quel moment on peut donc organiser les élections et justement des élections crédibles, acceptables partout et véritablement revenir à l'ordre constitutionnel pour reposer les bases
d'une démocratie acceptable par tous. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais Et on juste dire file que c'est tout à fait normal au que Togo. il y a un comité, une commission qui est mise en place pour se pencher sur la rédaction de la charte de la transition. C'est une bonne chose pour justement, comme il a dit tout à l'heure, de le mettre en adéquation avec la Constitution, parce que qui est d'ailleurs rétabli. Et moi-même, chaque fois qu'il y a coup d'État, je me demande, il y a renversement de régime, ce que je ne souhaite plus pour mon continent. Je ne le souhaite plus pour mon continent. Hein, je ne le souhaite plus. Il va falloir que ceux qui sont au pouvoir, hein, tirent leçon de ce qui se passe, des coups d'État qui se passent quand ils sont élus, élus ou bien mal élus, peu importe. Bon, comme c'est ce que nous avons toujours constaté dans l'espace. Bon, donc, pour que rapidement, qu'il y ait quand même des mesures qui soient prises pour aller aux élections. Ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que le Burkina aussi souffre des attaques djihadistes, des morts, on en connaît. Mais ce n'est pas comme le cas de Mali. Le cas de Mali aussi, le territoire est totalement presque occupé. Ce n'est pas le cas de Burkina. Et je crois que le défi sécuritaire peut être rapidement relevé au niveau de Burkina, plus qu'au niveau de Mali. Et donc, ces autorités-là font certainement quand même bon signe, et c'est une bonne chose. Et s'il y a des élections au Burkina, ce n'est pas un problème, ce n'est pas moi mon problème, c'est que le peuple burkinabé reste et demeure debout pour que l'ennemi qui est commun, hein, l'ennemi ne s'infiltre. Et pour moi, je ne veux pas que l'ennemi s'infiltre au Burkina. C'est ça, le Burkinabé n'ont qu'à savoir que l'ennemi, on ne veut pas que l'ennemi s'infiltre au Burkina. Donc, ils n'ont qu'à être debout pour aller de l'avant. On va quitter le pays de Zéphirin Diabré pour celui de Pasteur Edo Komi, le conseil des ministres, et d'Adama Adjronou, bien sûr. Le conseil des ministres avait examiné Adama Adjronou et adopté un projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Du décret au concret, on attend toujours Adama Adjronou. Le temps passe. Non, moi je pense que le temps passe, sauf que c'est vrai que le gouvernement a mis les petits plats dans les grands. Et je peux vous rassurer pratiquement qu'aujourd'hui, le ministère de l'Urbanisme rencontre déjà les grands acteurs liés donc à la question de du bail, notamment. Il y a les magistrats, les huissiers, les notaires, les avocats, etc. Et surtout les associations des consommateurs, mais également les organisations de location, les agents de location, etc. Aujourd'hui même, ça se tient aujourd'hui. Et je pense que pour quelques, je ne sais pas, jusqu'à demain, c'est pour véritablement faire d'abord comprendre le sens de ce décret. C'est vrai que le gouvernement a eu à faire une communication assez alléchante sur la question, mais il s'agit de passer donc aux actes concrets, comme vous l'avez évoqué. Ça veut dire quelque part que le gouvernement essaie véritablement de pouvoir expliquer le sens même de ce décret-là, qui, j'avoue, lorsque vous prenez dans l'opinion, est pratiquement bien salué, surtout dans le Grand Lomé, où la question va se poser. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un soit affecté de l'intérêt, il est obligé de procéder à un prêt pour pouvoir donc louer. Les gens allaient donc de spéculation en spéculation, ce qui n'est pas normal. C'est vrai que la question de l'habitat se posait depuis 1990, ce qui a permis donc aux privés de pouvoir donc s'emparer. Et les gens vont jusqu'à 3 ans. 3 ans donc de location, de loyer, de garantie. Et vous voyez, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, lorsque vous prenez l'environnement, le Togolais lui-même est pratiquement devenu étranger sur cette question-là, sur son propre territoire. Et lorsque vous allez constater qu'au niveau des grands magasins, que vous prenez le grand marché et en bordure des grandes agglomérations, ce n'est que des allochtones, où pratiquement le commerce peut marcher, c'est dans les mains des étrangers. Et là, je pense que s'il faudrait procéder donc à des réformes et faire en sorte que l'argent qui devait donc se procurer donc les nationaux est pratiquement dans les mains des étrangers. Je pense que ce n'est pas une bonne politique. C'est toutes ces questions-là qui ont motivé le gouvernement à faire en sorte que le Togolais puisse également avoir les moyens pour donc louer et procéder donc à l'installation surtout de ces magasins-là. Puisque la question s'est posée plusieurs fois et était au centre même d'un certain nombre d'inquiétudes liées donc à ce qui les usagers de ces grands marchés que nous connaissons. Et donc je pense que ce décret-là est une fierté au sein de l'opinion, tout le monde le salue, mais certains avaient donc émis
l'idée de pouvoir dire que le gouvernement n'aura pas les moyens. Mais c'est mal quand même connaître le gouvernement. Et surtout, moi, je pense que l'approche précautionneuse, lorsque vous prenez la population togolaise, lorsque le gouvernement, en tout cas, dans sa grande majorité, les gens essaient de respecter. Et je pense qu'avant même que le gouvernement ne prenne même le décret, c'est déjà rentré en application. Surtout les huissiers, aujourd'hui, vous allez constater que plusieurs maisons locatives sont dans les mains des huissiers. On a commencé déjà par les appliquer. Étant donné qu'on a dit, si quelqu'un perçoit plus, il faudrait donc le dénoncer. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas tellement de difficultés à mettre en application ce décret-là qui a déjà donc commencé. Je pense qu'il appartient aux populations. Parce que ce qui va se passer, et ce qui est dénoncé pour la plupart du temps, les étrangers qui essaient ont d'abord des moyens colossaux. Et on leur propose 4 ans même. Les propriétaires. Et si cela se dévoilait, il faudrait quand même que les propriétaires là, sachent qu'ils seront sous le coup de la loi. S'ils arrivent à être détectés. Voilà. Donc il faudrait que nous soyons sur les mêmes longueurs d'onde, que les gens comprennent que personne n'ira outre cette décision-là. Il faudrait quand même que nous restions dans la main, que quelqu'un ait milliards, que quelqu'un ait les 3 mois. Il faudrait quand même que chacun puisse donc s'en procurer. Alors, on attend le concret, pasteur Edo Komi, mais les gens parlent également. Quand on voit la vie chère au Togo, il y a des propriétaires aussi qui peuvent dire facilement, d'ailleurs on a des bruits partout, nous avons construit notre maison, on peut louer la maison, on peut vouloir des garanties de 3 ans et autres, le gouvernement a quoi dire? Non, c'est des prétextes. Non, il faut qu'on soit. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont des prétextes? Il faut qu'on soit sérieux et qu'on soit réaliste. Je crois que le Togo n'est pas le seul pays à adopter, à réglementer ce secteur. Autour de nous, c'est fait. Au Bénin, c'est 3 mois. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc, dans tous les pays, c'est ce qui se fait. Ces pays qui vivent presque les mêmes réalités. Ils vivent les mêmes réalités. C'est vrai quand même que le coût d'achat, c'est comme que. C'est qu'il faut reconnaître quand même que le pouvoir d'achat, bien sûr, est plus loin que de chez nous. Mais je crois quand même qu'il faut saluer cela parce que ça devient un véritable parcours de combattant. Tout le monde, nous n'avons pas le même niveau de vie. Quelqu'un qui a 3 mois, qui veut avoir une chambre, ne peut pas l'avoir parce que on dit 3 ans. Les propriétaires font tellement de spéculation. Et je crois fondamentalement que ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour servir à toutes les bourses. C'est vrai quand même que il y a des réticences. On sent quand même qu'on va parler de la vie chère. Écoutez, une maison qui a été conçue, par exemple, en 1980. En quoi on parle de la vie chère? C'est ce que vous voulez dire? En quoi on parle de la vie chère? Le ciment a été acheté à 500 francs le paquet. Les matériaux de construction à moins de coût. Bon, vous parlez aussi, ce qui est déjà construit, qui est là. Mais parce que est-ce que vous pensez qu'un travail a été fait en amont? Non, je crois que les propriétaires même sont conscients depuis des années, sont conscients quand même qu'ils sont en train de faire de la spéculation. Que le fait d'augmenter de manière anarchique les coûts de les locations, les loyers et la garantie et puis la caution, les gens même sont conscients. Et même il y a certains qui acceptent même faire 6 mois. Il y a des gens, il y a des gens qui le font à 6 mois, qui restent, qui sont déjà dans la légalité, qui le font déjà. Pendant ces gens-là, il n'y a aucun problème. C'est ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui sont des étrangers, qui corrompent les gens, qui veulent aller jusqu'à 3 ans. Vous prenez ma commune. Je sais ce que je parle. On va voir le rôle que vous allez jouer. Golfe 2, vous prenez Golfe 2 notamment à Redjanaoué et ses environs où là-bas, c'est occupé par... D'abord, ils ont construit les maisons, la plupart des maisons. C'est à eux. D'abord, c'est à eux d'abord. Et puis les magasins À qui non, aux étrangers. Ouais. Je ne vais pas les nommer, mais à ces étrangers que tout le monde connaît qui sont à Redjanaoué. Quand je parle de Redjanaoué, tout le monde sait ceux qui sont là. Bon, donc, les magasins, c'est eux. Et maintenant, les grands magasins, s'il faut les louer, c'est eux qui ont les moyens, qui peuvent donner 3 ans, qui peuvent donner 4 ans. Et du coup, je crois que c'est injuste. Maintenant, en face, Palais, c'est occupé par les privés. Alors, en face, il faut que le gouvernement construise des logements sociaux. Ouais. Pour casser. C'est ce travail en amont. Pour casser le prix. Voilà. Pour casser. Ouais. Là, quand vous avez des locations, les logements sociaux qui sont là, qui sont à moins de coût,
par rapport à ce que les gens proposent, alors tout le monde va ruer, les gens vont ruer vers les logements sociaux. Ouais. Et du coup, ici, il y aura quand même une certaine, comment on l'appelle, déficience. Et donc, ils vont plutôt parler, ah, si c'est ça, nous aussi, nous allons voir, d'abord, nous allons voir. Les gens vont proposer 2 mois même. Les gens, bien sûr, les gens vont proposer, parce qu'ils en ont besoin. Ouais. Vous avez la chambre, personne ne l'habite. Alors, vous avez construit pour rien. Parce que ça va rester là, personne ne va habiter, alors que vous avez besoin même le retour sur l'investissement. Donc, il faut une politique de logement. Ce n'est pas, le gouvernement doit s'atteler à ça. Sinon, jusque-là, ce que nous voyons comme logements sociaux, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. D'ailleurs, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas assez. Il faut acheter, d'abord, le coût, c'est cher. Donc, il faut construire les logements sociaux pour que les Togolais puissent avoir leur logement. Et je crois que ça va casser, et ça va résoudre le Et problème. sur l'aspect concret, les Togolais peuvent attendre jusqu'à quand, Pasteur Non, Edo maintenant, Komi? je crois qu'il faut un travail, il faut un décret vraiment quelque chose d'application, d'application sur le terrain. C'est très important. Et je crois que tous les acteurs doivent être mis à contribution. Tous les acteurs, tous ceux qui interviennent sur la chaîne doivent être mis à contribution pour que d'ici là, d'ici mois de mars, que ça rentre dans les habitudes. Et c'est pour le bonheur de nous tous. C'est vrai quand même que vous avez construit, vous avez acheté le terrain, vous avez acheté les matériaux de construction. C'est une grâce pour vous. Si celui qui n'en a pas, pourquoi ne pas lui donner l'occasion, lui permettre de pouvoir en avoir à moindre coût, pour que d'ici là, lui aussi puisse être propriétaire. Si on le fait ainsi, je crois que ce serait bien pour lui. Ça va être très difficile, un peu complexe, mais le gouvernement peut-être a bien fait de choisir l'expérience du Grand Lomé, de la phase expérimentale au Grand Lomé. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir rapidement avoir gain de cause et pour de l'étendre à l'intérieur du pays. De la théorie à la pratique, c'est une autre paire de manches. Vous pensez, Pasteur Edo Komi a parlé de mars, d'ici mars, vous pensez... Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y aura pratiquement de difficultés à mettre en application ce décret-là. Comme je le disais tantôt, il y en a qui ont commencé déjà par l'affecter, surtout lorsqu'on confie la gestion d'une maison, surtout à des huissiers. Ça a commencé déjà à s'appliquer. Mais vous savez, la question, le pasteur a évoqué une question très essentielle. Moi, j'étais à Ouagadougou et quand je disais, j'ai pris l'exemple de la cité Mokpokpo où il y avait une chambre salon qui était pratiquement à 12 millions. Quand j'ai évoqué la question de la personne, ils m'ont regardé bizarre. Ils ont dit que ça, ce n'est pas un logement social. Qu'ici au Burkina, les logements sociaux ne peuvent jamais vendre un logement social de chambre salon à 12 millions, que c'est impossible. Voilà. Donc ça voudrait dire quelque part que ce que nous avions, c'est vrai que je ne suis pas certain, puisque lorsque vous suivez un peu le ministre actuel de l'urbanisme, avec les dispositions qu'il a prises dans les logements qui sont en perspective, il y a véritablement des conditions assez alléchantes pour permettre aux gens de pouvoir donc s'en procurer. Donc vivement que on puisse véritablement avoir des logements qui répondent à cette qualification de logement social. Sinon, ce qui a été fait, on ne peut pas. Vous prenez par exemple... Et construire des logements, de très bons logements, pas des huttes, pas des cavernes. Non, lorsque vous prenez, je pense que sur le Grand Lomé, il y a pratiquement 4 à 5 chantiers qui sont en perspective. Ouais. Il y a Djagblé, il y a Tonoukuti, etc., qui sont déjà en perspective lorsque vous voyez, même au niveau des etc., là, il reste 2. Tu citeras. Donc, c'est déjà très bon, mais il faudrait quand même que ces logements-là soient à la portée d'abord de tout le monde. Ouais. Et lorsque vous voyez la formulation que le ministre a évoquée, c'est quand même, ça augure de bonnes perspectives, ça permettra quand même de répondre à ces perspectives-là de logements sociaux. Sinon, les cas témoins qu'on a eus, notamment le cité Mokpokpo et l'autre cité de Lankouvi, n'a rien de social. C'est pratiquement confié donc aux nantis. Mais au même moment, lorsque vous prenez les réformes, il n'y a pas de réforme qui ne soit pas aussi au sein de la population. Il y en a toujours eu. Il y aura des gens qui vont être toujours réticents, mais aujourd'hui, nous avons les mairies qui sont là. Je pense qu'il y a une proximité pour cette gestion-là et permettre aux gens de remonter les informations rapidement pour que ceux qui doivent être punis soient le soir, pour que les gens... Puisque vous savez, on ne peut pas vivre la règle de l'arbitraire. C'est pratiquement de l'imposture. On ne peut pas être dans un pays où l'État dit voilà les dispositions qu'on prend et que les gens, quelqu'un lui peut se dire que voilà, non, moi, je ne me retrouve pas dans ça, j'ai construit ma maison. Vous l'avez construit, mais attention,
il faudrait quand même qu'à un moment donné, qu'on commence déjà par faire comprendre aux gens que voilà, nous sommes dans une république de droit et qu'il faudrait donc respecter à partir du moment où l'autorité prend les dispositions. De la même manière, il a parlé, lorsque vous prenez, on a constaté qu'aujourd'hui, foisonnent pratiquement les constitutions des étrangers. Or, dans nos dispositions, il n'est pas donné aux étrangers d'être propriétaires terriens. Bien et sûr, je pense qu'à l'avenir, c'est un travail aussi qui doit être fait. Oui, lorsque vous prenez le Conseil des ministres hier, qui permettait aujourd'hui de faire la traçabilité. Mais la police des étrangers. Voilà, ils seront donc sur notre territoire. Je pense que cette question-là, progressivement, va s'inviter dans le grand débat. Et je pense que ceux-là, à défaut donc de l'avoir, vont pratiquement aller vers les bails et que prochainement, mais ils savent aussi le faire, hein, ils essaient donc d'épouser. Il faut épouser une Togolaise. Non, mais à partir du moment où cela serait donc un bien, je pense que cela ne cause pas problème. Alors, Pasteur, vous pensez aussi que la conclusion de ces deux sûretés, je vais parler de la caution de la garantie, devra être aussi écrite pour avoir valeur légale de ce décret? Oui, justement, vous savez, les valeurs vont à l'emporte-pièce. Hein, c'est dans tous les sens où chacun est là, il donne une valeur à sa chambre, salon, de douche. Donc, il n'y a pas une certaine homogénéité des coûts. Et je pense que, est-ce qu'on va le faire par quartier ou bien, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Évoqué. La question a été évoquée. Pas quartier, non, ça doit être pas quartier. Au regard du développement de quartier, on ne peut pas louer à Djagblé comme en ville à Lomé. Mais je pense que ce rôle-là doit être... Je reviens. J'allais poser des questions sur les dispositifs. Justement, je crois que les maires, les élus locaux seront mis en contribution justement parce que ça va être quelque chose de proximité. Ouais. Parce que les chambres, les maisons sont dans une commune, donc il y a une certaine proximité qu'on maîtrise bien. Et voilà, c'est ça qui va encore permettre à la mise en application rapide et effective de ce décret. Bon, donc cela ne posera pas de... C'est vrai quand même que, vous savez, toutes les réformes ont toujours la peau dure. Hein. Les réformes ont la peau dure. Mais bon, je crois que ça va rentrer parce que nous défendons, il y a longtemps que nous parlons de ça, nous en avions parlé, on a rencontré des ministres, on en a parlé, les consommateurs, les acheteurs de consommateurs. Je crois que pour nous, aujourd'hui, c'est une réponse à nos doléances, à nos revendications, pour permettre à tout un chacun de pouvoir avoir un chèque aussi modeste que cela soit. Donc, je crois qu'on attend vivement l'application effective de ce décret et donc qui limite la caution et la garantie à 3 mois. Les dispositions à prendre, surtout, Adam Adjornou, vous pensez que les élus comme Pasteur et Dokomi ont un rôle capital à jouer? Un rôle essentiel. Vous savez, sur cette question, on ne peut pas aller au niveau central. Non, ça va central prendra les dispositions. D'ailleurs, ça peut les aider. Peut-être que ça pourra même affecter quelques miettes qui puissent donc peut-être renforcer le budget des mairies. C'est quand même une évidence. Et sera même jusqu'à ce que même les reçus, tout ça là, soit vraiment visé par le maire. Il faudrait quand même que chemin faisant, si l'État lui-même, l'État, lui, là, c'est cool. Si l'État veut acheter un terrain aujourd'hui, que l'État veut acheter, par exemple, dans un quartier donné, l'État a ses coûts. Ouais. Ce n'est pas que c'est les valeurs vénales, les valeurs vénales sont déjà là. Ce n'est pas appliqué. Nous sommes au mètre carré, les prix au mètre carré faire en sorte que ces mesures puissent profiter pratiquement à la population que d'être des mesures. Donc, quelque part, il ne faudrait pas que l'État lui-même puisse être caution à pouvoir donc aller dans ces spéculations-là. Parce que si nous prenons aujourd'hui le cas des valeurs vénales. Nous prenons aujourd'hui quelque part où le terrain devait coûter le mètre carré. Il y en a des gens qui le vendent jusqu'à 20 millions. Oui. 20 millions. Pourtant, quand on fait la valeur au mètre carré, et 600 mètres carrés, ce que ça donne, ce n'est pas forcément ce que les gens spéculent ailleurs. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau aussi des coûts, à fixer au niveau des locations, liées au développement des quartiers aussi, puissent donc être invités dans ce débat, pour faire en sorte que l'Afrique est un continent légendaire connu pour le fait que en Europe, vous verrez ce qu'on appelle sans domicile. Mais c'est rare en Afrique que vous voyez. Mais ça commence déjà par venir. Parce que compte tenu du fait que je l'ai dit tantôt, on vous affecte de l'intérieur, vous arrivez à Lomé. Oh, mais vous allez passer les SDF, il y en a. Hein, voilà. Les SDF, il y en a. Chez peut-être un cousin, avant donc c'est peut-être un prêt pour pouvoir louer. C'est inadmissible quand même. C'est inadmissible. Il faudrait quand même
votre salaire, à partir du moment où vous êtes affecté, vous pouvez quand même prendre des mesures pour véritablement donc, mettre ces moyens-là à disposition et louer. Et je pense que ça éviterait que ce vent du Nord qui est en train de souffler sur notre continent, faisant des Africains, des SDF, chez eux-mêmes, ne puissent pas quand même nous envahir. Alors, dans une première phase, cette mesure s'applique dans le Grand Lomé. Est-ce que les gens ne diront pas que Lomé est privilégié? Oui, parce que quand vous c'est prenez, normal, non? c'est normal. Quand vous parlez des logements, vous parlez des locations, des bails et autres, le Grand Lomé constitue plus de 60% sur le plan national. Ouais, c'est vrai, c'est la capitale. En termes de population. Ouais. Donc, vous savez, vous allez dans les villages, dans les préfectures autres aujourd'hui, il y a des trucs de 5 000, et il y a des trucs de 5 000 par mois et autres, ce que vous ne pouvez plus trouver aujourd'hui à Lomé. Vous pouvez trouver aujourd'hui à Lomé. Donc, et là, ce n'est pas tellement difficile pour les gens. Oui, ce n'est pas tellement difficile à l'intérieur. Bon, donc, commencez par le Grand Lomé, puis après, étant ça à l'intérieur du pays pour que ça soit quelque chose de plus national, il n'y a pas de problème. Donc, il faut commencer par Lomé et je pense bien que le gouvernement a bien fait de le faire ainsi. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que l'application soit effective et que cela profite le aussi. Travail, le plus grand boulot, c'est à ce niveau, l'application. Non, mais moi, je ne vois pas le problème à ce niveau. Hein. Vous savez, je l'ai dit, lorsque vous prenez par exemple, nous avons connu l'exemplarité des Togolais en ce qui concerne les casques, le port des casques, avec le Covid-19. Le port de casque même. Même au niveau de la sous-région, les gens. Donc je ne crois pas si, tel que l'État aujourd'hui a pratiquement les moyens, surtout avec les mairies aujourd'hui, pour faire appliquer cette mesure-là. Puisque quand les gens demandent des périodes probatoires pour sa mise en œuvre, est-ce que c'est du pain qu'on veut vendre, qu'on dit que demain le prix va changer? Il a donné l'exemple des maisons qui sont créées. Donc je ne pense pas qu'à ce point-là, qu'on puisse avoir des mesures probatoires. Il faudrait que la mesure rentre directement en application pour permettre aux gens de pouvoir donc en bénéficier. Puisque les gens ont profité depuis 1990 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça suffit. Peut-être que la situation maintenant, c'est que, bon, il y a des contrats, des contrats de, comment vous l'appelez, de bail qui ont été déjà conclus entre les gens sur 3 ans, sur 2 ans. Donc on attaque que ça. Il y a ce côté également. Il y a ce côté. Il y a ce que nous oublions qu'il faut voir. Donc le moratoire, ça va prendre combien de temps? Il faut donner un moratoire de combien de temps pour pouvoir régler ça? Si ça s'échelonne sur 3 ans, alors que la personne n'a fait que 1 an, bon, les 2 ans, il faut donner un moratoire de 2 ans. Non, alors là, ce ne sera plus un décret. Ça sera plus un décret. Je crois qu'il faut que le gouvernement, à ce niveau précis, puisse quelque chose de transitoire, pour dire que ceux qui sont déjà, les contrats déjà conclus, ne vont pas, n'affectent pas les mesures d'aujourd'hui. Mais ce qui est important que nous ne disons pas assez, c'est qu'aujourd'hui, ces mesures-là répondent à une volonté de faire en sorte que le mandat social du président de la République, qui est aujourd'hui très actif, puisse donc profiter à toute la population. C'était l'autre mandat, ce mandat aussi. Non, c'est le mandat social là qui est déjà passé, qui a conduit donc à prendre toutes ces mesures là pour faire en sorte que les Togolais puissent véritablement bénéficier de ce mandat social. Donc vous avez reconduit, on a reconduit ce mandat. Non, lui, c'est un journaliste. Non, on a déjà reconduit. C'était l'autre mandat qui était social, ça aussi. De toute façon, nous sommes à un mandat social. Ah bon, merci beaucoup à vous, pasteur Eido Kobi, président du mouvement Martin Luther King. Ça a été un plaisir de vous avoir comme chaque mardi. Merci également à Dama Djornou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. On a tout dit au début. Pensée spéciale à Dimos Dikodo. Allez, merci également à vous. On est toujours ensemble. Très bonne suite de nos programmes. Mandat social.